On doit, on doit avancer, bien sûr, maintenant, et on va aller au Danemark avec Lars Benjaminsen, qui est chercheur, qui travaille au département des affaires sociales et de la santé du Danemark, et qui va nous présenter les résultats du programme danois Housing First. Lars Benjaminsen. On enchaînera avec la présentation de Frex Pingwing de la FEANSA, et puis on essaiera de se garder un dernier temps d'échange. Thank you very much. Merci beaucoup. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour que vous puissiez mettre vos écouteurs. Merci beaucoup de m'avoir invité ici à Paris pour vous parler des programmes qui existent au Danemark. Je suis ravie que nous puissions avoir un échange sur ces programmes danois et français, puisqu'il s'agit des programmes de Un chez soi d'abord les plus importants en Europe. Il y a 1000 personnes font partie de ces programmes au Danemark, et c'est la composante principale d'une stratégie pour les sans-abri qui a couru de 2009 à 2013. Je suis chercheur au Centre danois de recherche sociale, et j'ai été donc en charge de l'évaluation de ce type de programme. Et je vais donc vous expliquer quels sont les résultats de cette étude. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu le contexte de ce programme. En 2007, pour la première fois, nous avons fait le premier comptage des sans-abri, donc qui s'est fait la 6e semaine de l'année, en février 2007. Nous avons alors compté qu'il y avait 5300 personnes sans-abri au Danemark, qui doit être comparé aux 5 millions d'habitants. 500 de ces personnes étaient des personnes qui dormaient dans la rue. Et les deux plus grands groupes étaient des personnes qui étaient dans des refuges ou dans des abris temporaires, enfin chez des amis ou chez des connaissances. Alors, une personne sans abri sur 4 est une personne de moins de 30 ans, et le sans-abrisme est très concentré chez les personnes qui ont des besoins d'accompagnement très complexes. 80% ont des problèmes de maladie mentale ou d'addiction. Un tiers d'entre eux ont un diagnostic double à cet égard. Alors, on a évalué à l'époque ce qui était important, c'était d'offrir davantage de solutions permanentes plutôt que des hébergements temporaires. Même situation, même constat que dans d'autres pays. Donc, on veut éviter évidemment les séjours dans des refuges, temporaire. Et donc, nous avons observé cette étendue donc, de ce système donc, de logement d'abord. Il était donc établi de plus en plus de pays du nord de l'Europe après sa création donc, aux États-Unis. Donc, il y avait un état d'esprit selon lequel donc, le logement d'abord pourrait également être utile également dans le contexte danois. Alors, à l'époque, il y avait pas mal d'éléments de preuve dans ce sens. On avait décidé déjà en 2008, avant le démarrage de la stratégie, que le logement d'abord devait être le principe général donc, de cette nouvelle stratégie. Donc, le gouvernement, le ministère des Affaires sociales en avait décidé. Alors, une grande partie du programme devait se développer avec sur des méthodes donc d'accompagnement ad hoc avec des soins en milieu de vie habituel, mais adaptés bien sûr au contexte danois. Et
on voulait donc voir comment cela pouvait fonctionner dans notre système. Donc, on avait réellement réalisé que l'on devait s'éloigner de l'approche en escalier, de l'approche de faire en sorte que les personnes soient prêtes à intégrer un logement et qu'il fallait passer à une approche de logement d'abord. Alors, le financement du programme était assez bon. 65 millions d'euros ont été mis à disposition du budget national sur 4 ans. Alors, je vais vous en dire un petit peu sur le contexte du Danemark. Le Danemark, comme la France, a un secteur de logement public important, 20% du total du parc de logement, c'est-à-dire un demi-million d'unités pour une population de 5 500 000 personnes. Alors, ce secteur est ouvert à tous via des listes d'attente et sans lien avec le niveau de revenus. Les municipalités peuvent allouer un appartement sur 4 à des personnes qui ont des besoins aigus en matière de logement. Ce n'est pas forcément donc les sans-abri, mais ça peut être des femmes, des mères célibataires, des personnes en situation de divorce, des handicapés et des personnes souffrant de maladies mentales. Bien qu'il s'agisse d'un mécanisme important, il y a malgré tout un problème de logement et un manque de logement. Et ce manque, évidemment, se fait encore plus fortement sentir dans les grandes villes. Je pense donc qu'il s'agit... on peut observer en tout cas que nous avons un niveau de sans-abrisme relativement peu élevé et que c'est grâce à ce système de logements sociaux qui est relativement bien établi. Alors, les services sociaux locaux sont ancrés dans les municipalités. Ils consistent en des accompagnements ad hoc. Alors, il y a 17 municipalités ont participé au programme qui propose donc ce soutien ad hoc. Alors, en ce qui concerne le programme de soutien ad hoc, on a décidé d'adopter 3 méthodes. Les soins en milieu de vie habituels, qu'on connaît bien du logement d'abord. Donc, il s'agit d'équipes multidisciplinaires, des travailleurs sociaux, infirmières, psychiatres, spécialistes des addictions. Et il y avait également des gens dans ces équipes, des autorités, si vous voulez, des bureaux d'emploi, donc des personnes qui peuvent décider des allocations que les gens peuvent recevoir ou pas. Donc, on les a intégrés dans ces équipes multidisciplinaires. Ensuite, on a eu le programme de gestion des cas avec plus des équipes multidisciplinaires, mais plutôt un soutien au cas par cas avec un gestionnaire de cas qui offrait un soutien pratique et social et de la coordination de l'utilisation des autres services. Et après, on a aussi décidé d'utiliser l'intervention de temps critique qui a été beaucoup testée dans la littérature de la recherche. Et certains disent qu'ils ne pensent pas que cette intervention est tellement en lien avec le programme Logement d'abord parce que c'est la gestion de cas pendant un temps limité, d'une durée de 9 mois, mais on a eu des groupes de cibles différents pour que les formes de soutien les plus intensives soient utilisées pour ceux qui avaient les besoins les plus élevés et au moment le plus critique et qu'on utilise le reste pour les gens qui avaient moins de besoins.
Mais c'était un peu voilà, le contexte général du programme. Tout d'abord, je voudrais dire que les résultats ressemblent très fort aux résultats qu'on a présentés par rapport au programme français à cette conférence. On a eu des résultats positifs. Le logement d'abord fonctionne très bien aussi dans le contexte danois, mais je voudrais dire qu'on n'a pas eu le même système de mesures aussi rigoureux que dans le programme français. On n'a pas eu d'expérimentation randomisée ou aléatoire. On n'a pas eu un groupe témoin randomisé. Et bien sûr, ça c'est le contexte de l'étude. Mais évidemment, on a donné priorité à l'échelle par rapport à la rigueur. Et on a estimé qu'avec l'ambition de développer un grand programme, ce ne serait pas faisable en même temps de travailler avec des groupes témoins. Je voudrais également ajouter, un peu comme l'Éric l'a dit, avec l'étude canadienne, on a aussi pu avoir accès et utiliser des grandes bases de données administratives. Je ne l'ai pas mis sur ma diapositive, mais on a fait des études de coûts sur la base de ces données administratives. Et je vais en parler un petit peu. On a pu le faire sur ceux qui ont commencé la première année du programme en 2010. Lorsque les interventions ont vraiment commencé à grande échelle. Et en 2013, on a fait une étude sur la base des données administratives, des coûts, et on l'a fait avec des personnes qu'on pouvait suivre des personnes qui avaient utilisé le programme. On les a suivies dans les registres de données. On a comparé à un groupe de témoins d'autres personnes sans abri qui avaient été dans des refuges. Et ce qu'on a vu pendant l'intervention de temps critique, tous les coûts étaient déjà récupérés dans la première année avec une utilisation réduite d'autres services, en particulier les soins psychiatriques en hôpital. Et on ne pouvait pas voir une compensation totale des coûts pour l'autre partie, mais déjà au bout d'un an, on avait 60% des coûts qui avaient été récupérés. Donc c'est des résultats assez similaires que ces interventions. On a un impact sur les ressources et les preuves montrent que ce sont des mesures qui sont assez rentables. Une autre chose qu'on a apprise du programme danois, c'est que 90% des gens qui ont été hébergés ont gardé leur logement, mais on ne pouvait pas prévoir à l'avance les 10% qui allaient échouer. Et bien sûr, pour ces petits groupes résiduels, on a besoin d'autres solutions. Mais ce qu'on a également appris, c'est qu'on avait des personnes dans le programme danois qui étaient dans des logements collectifs. La plupart étaient dans des logements individuels dispersés dans ce mécanisme d'affectation. Mais on avait une minorité de personnes qui étaient dans des logements collectifs ou dans des colocations. Et ce qu'on a appris, c'est que on voyait qu'il y avait des conflits entre les résidents par rapport au bruit, par rapport à l'environnement lié aux problèmes d'addiction et une concentration de personnes avec des problèmes d'addiction qui créent des difficultés et rend le processus de rétablissement difficile. Et je pense que c'est tout à fait en lien avec ce qui a été montré dans d'autres recherches. Et on a décidé dans le programme, par rapport à ces sites, d'offrir aux personnes d'aller vers des logements ordinaires. Et certains ont accepté cette offre. Et lorsqu'ils le faisaient, s'ils restaient hébergés, ils comptaient toujours parmi les personnes qui étaient considérées comme hébergées. Et c'est une expérience intéressante
par rapport à quelle forme de logement fonctionne le mieux. Donc, je voudrais dire quelque chose par rapport au changement d'état d'esprit. Ce qu'on a appris, c'est qu'on ne peut pas sous-estimer l'importance de cet état d'esprit par rapport au fait de se sentir prêt à être logé. Et c'est toujours c'est un défi continu. Donc, un endroit, par exemple, où c'est très important, c'est dans le système d'attribution des logements. On a un système d'attribution de logements et on est bien sûr, on rencontre une résistance des bailleurs de logements sociaux parce que souvent leur expérience passée, c'est que les SDF, quand ils sont hébergés, ont peu de soutien et c'est ça qui maintient cette idée de traitement d'abord ou de prêt à être logé, housing readiness au Danemark. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir les associations de logement avec nous pour qu'ils sentent que c'était une nouvelle approche et qu'on donnait beaucoup plus de soutien. Mais les bailleurs sociaux n'étaient pas seulement un problème. On a aussi ce système d'attribution automatique de logement où les municipalités décident de mettre les gens. Mais aussi, on avait besoin d'un changement d'état d'esprit des gens qui travaillaient dans ce système d'attribution automatique. Ils avaient aussi cet état d'esprit où il faut que les gens soient d'abord prêts à être logés dans leurs pratiques quotidiennes. Et donc, c'était un processus très long d'essayer de mettre en œuvre ce changement d'état d'esprit. Dans une autre expérience, l'idée, c'était comment de voir l'importance de l'engagement politique à tous les niveaux. Et on a eu ça au Danemark pendant tout le programme. Il y a eu un bon ancrage politique à la fois au niveau national et au niveau local. Et je pense qu'une partie importante de cela, des résultats, c'est que beaucoup des services locaux sont ancrés directement dans les municipalités. Et beaucoup des politiciens locaux dans les municipalités qui sont très informés par rapport au coût pouvaient voir qu'il pouvait y avoir un intérêt à fournir des services plus efficaces. Donc, le premier programme est terminé en 2013, mais on a déjà décidé de faire un programme de suivi qui va durer 3 ans, où le modèle logement d'abord va être étendu à davantage de municipalités. On va mettre plus l'accent dans ce programme sur la formation directe des travailleurs sociaux dans ces modèles d'intervention. Et une partie de ça, c'est qu'on va manualiser les interventions dans cette partie suivante du programme. Dans le premier programme, on n'a pas mis assez l'accent sur la mesure de la fidélité. C'est arrivé un peu tard en Europe des États-Unis et on essaie de rattraper le coup là-dessus. Et le nouveau programme devrait mesurer de manière plus stricte si le modèle pur est suivi et appliqué. On aura une composante spécifique dans le nouveau programme qui est un programme spécifique pour les jeunes où on va voir si c'est nécessaire d'adapter ces méthodes de soutien ad hoc d'une manière spécifique pour les jeunes SDF. Est-ce que le modèle logement d'abord fonctionne aussi pour cette catégorie de personnes? C'est ce qu'on veut étudier dans ce programme. Je voudrais dire quelques mots sur ce qui s'est passé par rapport au sans-abrisme au Danemark pendant cette période. Et je veux l'intégrer pour montrer qu'il y a bien sûr beaucoup d'autres facteurs qui jouent un rôle. On a eu un grand programme, comme vous pouvez le voir, par rapport en particulier à la taille de la population de sans-abri. Mais malgré cela, on a vu une augmentation du sans-abrisme pendant cette période de programmation au niveau agrégé. Je donne les chiffres de 2009 à 2013 qui couvrent directement la période de la stratégie. On a eu une augmentation du sans-abrisme de 16% dans l'ensemble. Mais ce qu'on a vu, c'est que cette augmentation était beaucoup plus faible dans les municipalités qui ont participé à la stratégie
stratégie, on avait seulement 6% d'augmentation par rapport aux autres municipalités qui ne faisaient pas partie du programme stratégique. On a eu une augmentation de 43%. Et c'était assez étonnant, cette augmentation. Et vous pouvez voir également que les municipalités qui suivaient la stratégie avaient déjà beaucoup de personnes sans abri. Mais ce qu'on a pu voir, c'est quand on va un peu plus loin dans les détails et dans les chiffres, c'est que l'augmentation qu'on a eue au niveau total sur la période s'est déroulée pour la plupart dans les grandes zones métropolitaines, la zone de la communauté de communes de Copenhague et après Aarhus, où on a 350 000 habitants. Et dans ces deux zones urbaines, on a une augmentation d'environ 30%. On peut voir en particulier dans la zone de Copenhague, le sans-abrisme a augmenté beaucoup dans les municipalités des banlieues qui n'avaient pas participé à la stratégie. Et c'est un commentaire que je voudrais faire par rapport à ça, c'est qu'évidemment, le défi structurel et les barrières par rapport au manque de logements abordables et joue un rôle important dans cette situation. Et c'est ce que vous rencontrez également dans le contexte français et la difficulté que vous avez. Et même si vous mettez en œuvre des programmes très ambitieux, il reste des défis très complexes qui interfèrent avec ces résultats. Et une leçon ici à tirer, c'est que si le programme ne s'adresse pas, ne traite pas ces problèmes structurels, on risque de voir des évolutions contradictoires et que ces changements structurels peuvent probablement expliquer par rapport à cette augmentation générale du sans-abrisme. La dernière diapositive avec des recommandations de la part du programme danois, ce serait d'étendre le programme Logement d'abord. Ça fonctionne pour la grande majorité des personnes sans abri et le groupe qui ne peut pas être logé est bien plus faible que ce qu'on pensait. Dans le cas danois, on n'a pas couvert toute la population sans abri, même si on a réussi à atteindre une bonne partie, mais il y a une possibilité de continuer à étendre le programme. Et un grand défi, bien sûr, c'est d'offrir assez de logements abordables pour le programme. En particulier, si on étend l'échelle, on aura besoin de beaucoup plus de logements. C'est une leçon très importante également, c'est que ce soutien ad hoc très intensif suit des méthodes éprouvées. Et si on n'utilise pas ces méthodes à haute intensité, on n'a pas de preuve que le logement d'abord fonctionne pour des gens à qui on donne beaucoup moins de soutien. Et bien sûr, il y a la question d'offrir des alternatives pour ces 10-15% de personnes qui peuvent avoir besoin d'autres solutions. Et je pense qu'une partie de cette population, il y a bien sûr des gens qui ont besoin de soins résidentiels psychiatriques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec du personnel. Et il ne faut pas négliger cela. Et je voudrais également répéter qu'il ne faut pas sous-estimer ce changement d'état d'esprit par rapport au traitement d'abord et au niveau des gouvernements, des administrations locales. Beaucoup de bailleurs sociaux, d'acteurs locaux, tout un tas d'acteurs qui sont impliqués dans ce processus. Pour plus d'informations sur le programme danois, je vous invite à me contacter et on a une revue de la stratégie dans le journal européen de sans-abrisme, volume 7, numéro 2. Merci beaucoup.